Paris et Kiev sont impliqués dans les attaques terroristes au Mali, du renseignement à la formation en passant par la fourniture d'armes modernes. Tels sont les exemples cités par le ministère russe des Affaires étrangères. Ces tentatives de déstabilisation ont une nouvelle fois été condamnées par Bamako. Moscou accuse clairement Paris et Kiev de participer à la planification de plusieurs opérations terroristes au Mali, dont celle du 25 avril qui a causé la mort du général Sadio Kamara. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, la France et l'Ukraine fournissent des renseignements, des drones et des systèmes militaires modernes aux groupes terroristes. Il a ajouté que des spécialistes français et ukrainiens ne se limiteraient pas au partage du renseignement. Ils seraient même présents dans le nord du Mali, notamment dans les zones où opèrent les groupes djihadistes pour former les combattants à l'utilisation d'armes modernes de fabrication ukrainienne et occidentale. Nous constatons que des conseillers militaires ukrainiens sont présents sur le territoire malien. Il s'agit principalement d'un soutien dans l'utilisation des drones et dans la lutte anti-drone. Il existe également une coopération en matière de livraison d'armes ukrainiennes, françaises et en général occidentales aux terroristes. Les conseillers militaires ukrainiens sont présents sur le territoire frontalier du nord du Mali où se trouvent les Touaregs, ainsi que sur les autres zones où opèrent les djihadistes où on les forme à l'utilisation d'armes modernes, aussi bien de fabrication ukrainienne qu'occidentale. Cette nouvelle a suscité de l'indignation à Bamako. La commission de défense, de sécurité et de la protection civile du Conseil national de transition, qui fait l'office de l'Assemblée nationale sous la transition, condamne cet acte et rappelle Paris et Kiev à l'ordre. Je pense que ces responsables risquent de se point tromper parce que depuis longtemps, nous avons vu les préparatifs pour pouvoir mener une attaque de telle envergure, amener plus de 12 500 rebelles sur le territoire malien et pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la ville garnison Kati. Il faut bien connaître la région, il faut bien connaître la cartographie même du Mali, la population du Mali, tout. Sur le terrain, nous avons des témoignages quand même qui prouvent que cette opération a été organisée, fomentée même au sein de l'Élysée et qu'ils ont utilisé des supplétifs et des renseignements ukrainiens. Je pense qu'on peut se référer même au porte-parole du renseignement ukrainien Andrei Yuzov, qui s'est flatté par le passé même d'être responsable des crimes commis sur le territoire malien. Donc nous sommes sûrs que la France est derrière tout cela. La France n'a pas baissé la garde. Elle continue encore d'essayer de déstabiliser le Mali. Au-delà des condamnations, au nom des autorités maliennes, le parlementaire a lancé un avertissement à la France et à l'Ukraine. Il les a promis une riposte proportionnelle de l'armée malienne et ses partenaires de l'Afrique corse de l'armée russe à toute attaque contre le Mali. Et nous avons toujours fermement condamné les désirs néocolonialistes de la France de revenir en Afrique. Et nous allons combattre cela et dénoncer cela à tout bout de champ. Ces deux pays, d'abord, nous ne sommes jamais mixés dans leurs affaires intérieures. Et faire appel à eux, à l'ordre, je pense que ce serait même du temps perdu. Et ce qu'on peut faire, c'est de leur prouver que chaque fois qu'ils vont essayer d'attaquer le Mali, ils vont mordre la poussière. Et je pense que c'est la réponse qui pourra leur faire revenir à la raison. Dans sa révélation, le responsable russe a par ailleurs estimé que grâce aux actions de partenaires russes, la situation évoluait de manière positive. Pour lui, le dégel diplomatique entre Alger et Bamako va contribuer également à apaiser les tensions dans les régions frontalières. Adama Tembeli, depuis Bamako pour RT en français. Notre invité, le docteur Amadou Touré, directeur du Centre de recherche en gouvernance, médiation et sécurité au Sahel, estime que les armes envoyées aux groupes terroristes en Afrique pourraient être utilisées ailleurs. C'est vraiment un risque que l'humanité est en train de courir, un risque énorme à travers les sponsors qui aujourd'hui financent et déstabilisent le Sahel et cherchent à déstabiliser le Mali parce que nous avons vu les attaques coordonnées. Les armes de dernière génération, les drones qu'on n'en parle pas, et tout ce qui cible. Donc, c'est un risque que ces armes tombent entre des mains des forces hostiles qui pourront les utiliser en dehors du Sahel. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une dynamique où la stabilité du monde est en train de se jouer, notamment au Sahel,
Et heureusement, comme nous avons nos partenaires stratégiques qu'on appelle les forces russes, et les FAMA et la force unifiée de l'AES font de leur mieux pour contrer ces forces hostiles. Nous avons vu d'ailleurs tout ce qui se passe comme attaque coordonnée. Et nous sommes dans la dynamique de reconquête territoriale de façon très progressive avec un niveau très satisfaisant. La France poursuit sa politique de sanctions contre ceux qui s'opposent à sa ligne vis-à-vis de la Russie. Cette fois, c'est Franklin Nyamsi, président de l'Institut de l'Afrique des libertés, qui est ciblé en raison de son soutien au dialogue avec les autorités russes et sahéliennes. Lundi 20 juillet, le gouvernement français a prolongé pour 6 mois le gel des fonds et des ressources économiques du professeur Franklin Nyamsi, président de l'Institut de l'Afrique des libertés et animateur de l'émission L'échiquier africain sur RT en français. Il est accusé d'actes d'ingérence au profit de la Russie et des pays de l'AES. Et pour évoquer le sujet plus en détail, nous le recevons en direct. Docteur Franklin Nyamsi, bonsoir et merci d'être avec nous, professeur, pardon. Alors, ce 20 juillet, vous avez été notifié de la reconduction du gel de vos avoirs et biens économiques en France jusqu'en janvier 2027. Que vous reproche véritablement la France ? Je vous remercie. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Russia Today. L'autocrate français Emmanuel Macron m'informe ce 20 juillet 2026 de sa volonté de rempiler sa décision de reconduire pour 6 mois supplémentaires jusqu'en janvier 2027 le gel de mes avoirs et biens économiques en France, où je suis chef d'une famille de 4 enfants, tous en processus de scolarité de l'université à l'école primaire. Quel crime ai-je commis? Quel délit ai-je commis? Le despote français ne manque pas d'imagination. Pour Emmanuel Macron, grand ami du chef terroriste d'Al-Qaïda Ahmed Al-Shara, mes avoirs et biens doivent continuer d'être confisqués par la France parce que je critique sa politique néocolonialiste et terroriste en Afrique, parce que je soutiens les régimes de l'AES et parce que mes opinions politiques sont proches de celles de la Fédération de Russie. Oui, mon crime est de dénoncer le soutien affiché de Macron aux terroristes du JNIM-FLA et la médiatisation des plus grands assassins des peuples africains par la presse officielle française. Voilà le crime, et tout ceci se passe hors du tribunal par des mesures administratives prises par l'Élysée. Alors dans le document, parce que nous l'avons bien sûr, il est écrit « Vous vous comportez de fait comme un relais d'influence de la propagande russe, pro-russe en utilisant un narratif similaire à celui diffusé par les autorités russes. En gros, vous êtes qualifié de propagandiste. Que répondez-vous à cela ? Je réponds à cela qu'il s'agit là du mépris traditionnel de l'élite politique française pour l'intelligence des Africains. J'écris des livres depuis plus de 30 ans, longtemps avant le renouveau des relations russo-africaines que l'on voit. Et les 4 causes que je défends, à savoir le départ total des troupes néocolonialistes occidentales, impérialistes, néocolonialistes du sol africain, la suppression de la monnaie coloniale du franc CFA, la fin des ingérences occidentales dans la désignation des dirigeants africains et la fin de la répression culturelle contre l'Afrique, ce sont des thèmes que je défends depuis mes 18 ans, madame, quand j'étais étudiant à l'Université nationale du Cameroun à Yaoundé, mon pays natal. Donc je n'ai pas attendu le renouveau des relations russo-africaines pour défendre ces idées. Mais à Paris, il y a une incapacité presque congénitale à imaginer des Africains pensant sans une greffe de cerveau russe. Il s'ensuit que tout naturellement, dès qu'on critique la politique africaine de la France, la parade toute trouvée par ces menteurs, c'est d'assimiler cela à la répétition du narratif russe, alors même que nous sommes dans ce combat. Eh bien maintenant, j'ai 54 ans, mais je me bats depuis 18 ans pour l'émancipation totale du continent africain. Alors, on vous sait très panafricaniste. Alors, on peut lire toujours dans ce document que vous affichez par ailleurs publiquement votre soutien aux juntes sahéliennes en Afrique en valorisant régulièrement leurs activités. Est-ce une manière pour la France de vouloir vous faire taire ? Mais la France ne veut pas simplement me faire taire, elle veut m'éliminer, elle veut mettre toute ma famille à la rue, elle veut nous livrer à la misère et à la malmort. Il s'agit là de procédures préparatoires des fameuses opérations Homo
par lesquels les dirigeants de la Ve République française ont assassiné de nombreux leaders, intellectuels, figures majeures de l'émancipation africaine. Mais le fond de cette histoire, c'est que le président Emmanuel Macron, qui n'a même pas de majorité parlementaire en France, utilise un langage du mépris envers les dirigeants révolutionnaires panafricanistes du Sahel et pense pouvoir imposer cette ligne idéologique néocolonialiste et méprisante envers les révolutions africaines à tous les intellectuels. Je n'ai pas besoin de M. Macron pour reconnaître la légitimité, la profondeur, la densité du combat des peuples et des révolutionnaires panafricanistes du Sahel pour l'Afrique souveraine, qui est l'engagement de mon adolescence. Merci à vous, professeur Franklin Nyamsi. Je rappelle, vous êtes président de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Vous étiez avec nous en direct depuis Bamako. Merci une fois de plus. Merci infiniment.